Imaginez un matin de septembre 1992. Un avion, symbole de progrès et de connectivité, s'élève dans le ciel azur, transportant 146 âmes de l'éclat grec vers le cœur de la France. Une routine. Un voyage ordinaire. Et puis, sans un cri, sans un signal, sans la moindre alerte, le silence. Un silence total, assourdissant. Le monstre d'acier, avec toutes ses promesses, avait cessé d'exister. En ce début de décennie, où l'Europe respirait l'optimisme, cette disparition défiait toute compréhension. Pas de débris. Pas d'épave. Juste un vide inexpliqué là où, quelques instants plus tôt, un vol planait paisiblement. Que s'est-il passé à 12 heures, ce 14 septembre 1992, au-dessus des eaux de la Méditerranée? D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Partagez votre ville dans les commentaires. Préparez-vous à explorer l'une des plus grandes énigmes de l'aviation, un mystère qui a hanté des familles et des enquêteurs pendant des décennies. Au matin du 14 septembre 1992, l'aéroport international d'Athènes bourdonnait d'une activité que la décennie naissante avait élevée au rang de spectacle quotidien. Les voyages aériens, autrefois l'apanage d'une élite, s'étaient démocratisés, transformant les terminaux en carrefours d'espoir et d'adieu. La France, baignant dans une atmosphère d'optimisme général, se préparait à célébrer l'Europe et Paris s'apprêtait à renforcer son image de capitale culturelle. C'est dans ce contexte de progrès et de connectivité que le vol numéro 367, à destination de Paris, s'apprêtait à décoller. Parmi les 146 passagers et les 8 membres d'équipage, chacun portait son propre fragment de l'existence. Dans la zone d'embarquement, Sofia Martinez, une jeune étudiante espagnole de 27 ans, serrait contre elle son carnet de croquis. Ses yeux vifs balayaient la foule, empreints de l'excitation d'un retour à Paris après une saison de recherche artistique dans les îles grecques. Pour elle, la capitale française représentait un foyer, un creuset d'inspiration où ses rêves d'artiste prenaient forme. Non loin de là, Andreas Papadopoulos, un homme d'affaires grec de 52 ans, relisait fébrilement les termes d'un contrat important. Son visage reflétait une concentration intense, chaque ligne du document le rapprochant d'une signature majeure qui pourrait redéfinir son empire naval. Le vol vers Paris n'était qu'une étape, un simple intermède avant le prochain défi. Plus loin encore, l'innocence incarnée. Lucie Bernard, 9 ans, se blottissait entre ses parents, riant aux éclats alors qu'ils traversaient la passerelle d'embarquement. Pour la petite Française, ce voyage n'était qu'une continuation de vacances idylliques, un autre chapitre rempli de découvertes et de joies simples, avant le retour à l'école. À l'intérieur du poste de pilotage, le commandant Claude Legrand, 48 ans, supervisait les derniers préparatifs. Respecté dans toute l'aviation européenne pour son calme imperturbable et son expertise, il parcourait la liste des vérifications avec une précision méticuleuse. À ses côtés, le copilote Michel Fournier, 41 ans, son bras droit de confiance, assurait les communications avec la tour de contrôle, sa voix empreinte du professionnalisme rigoureux exigé par leur métier. En cabine, Blanche Rondel, 34 ans, la chef de cabine, s'assurait que l'équipage était prêt. Sa posture était ferme, son regard attentif, garantissant que chaque détail, du placement des bagages aux consignes de sécurité, était respecté. À 10h45 précises, le Boeing 737, lourd de ses passagers et de leurs espoirs, s'arracha de la piste d'Athènes. Sous un ciel d'un bleu immaculé, il laissa derrière lui le scintillement de la mer Égée et s'orienta résolument vers le nord-ouest, en direction du cœur de la France. Durant la première heure de vol, la normalité régna en maître. Les hôtesses et stewards distribuaient les repas légers, les passagers lisaient, dormaient ou échangeaient des conversations feutrées. Sofia esquissait des formes abstraites dans son carnet. Andreas, son contrat rangé, s'était autorisé un rare moment de repos. Lucie, absorbée par un jeu de société avec ses parents, ponctuait le silence de petits rires discrets. Dans le cockpit, Legrand et Fournier maintenaient le cap, les instruments affichant des données stables, les conditions météorologiques parfaitement clémentes. Le contact radio avec les contrôleurs aériens de Paris était constant, un fil invisible mais solide reliant l'appareil au sol. Mais aux alentours de 12 heures, cette normalité vacilla. Dans les entrailles du centre de contrôle aérien de Paris, un technicien fronça les sourcils. L'onde radio, habituellement claire et rythmée par les échanges de routine, venait de se muer en un grésillement sporadique, puis en un silence plat. « Vol 367, ici Paris Contrôle, vous me recevez ?» répéta-t-il, un soupçon d'inquiétude montant dans sa voix. Aucune réponse. Il tenta un autre canal, puis un autre, mais le résultat fut le même, une absence totale de signal.
Les premières minutes furent empreintes d'une tension latente, alimentée par la conviction que ce n'était qu'une défaillance temporaire de l'équipement de communication. De tels incidents, bien que rares, n'étaient pas inconnus. Une équipe de techniciens fut dépêchée pour vérifier les systèmes de la tour, tandis que d'autres contrôleurs tentaient désespérément d'établir un contact avec l'avion par des fréquences d'urgence. Puis, l'incrédulité. Puis, la certitude glaçante. Sur les écrans radars, le point lumineux représentant le vol 367, qui quelques instants plus tôt traçait sa trajectoire régulière au-dessus de la Méditerranée, disparut. Il ne s'agissait plus d'un simple problème de radio. L'appareil s'était volatilisé. Sans message d'urgence. Sans alerte de détresse. Sans le moindre signe avant-coureur. Juste le vide. Le centre de contrôle, d'abord gagné par la confusion, bascula dans un état de panique contenue. Des appels urgents furent passés, des protocoles d'urgence déclenchés. Mais la réalité était là, brutale et incompréhensible. L'un des symboles de la modernité européenne, un avion transportant 146 personnes, avait simplement cessé d'exister en plein vol, laissant derrière lui un silence assourdissant et une mer d'interrogations. La disparition soudaine du vol 367, survenue à la mi-journée du 14 septembre 1992, déclencha immédiatement une chaîne d'événements d'une ampleur considérable. Moins d'une heure après la perte de contact radar, les autorités aériennes françaises déclarèrent l'état d'urgence maximal. La nouvelle, d'abord circonscrite au centre de contrôle et aux bureaux gouvernementaux, commença à filtrer, semant une anxiété croissante. La zone où l'avion avait cessé d'émettre se situait au-dessus des eaux profondes de la Méditerranée, à mi-chemin entre Athènes et Paris. Les premières informations, rares et fragmentées, ne firent qu'accroître le sentiment d'incertitude. Il n'y avait eu ni appel de détresse, ni signalement d'anomalie par le commandant Legrand ou le copilote Fournier. Le silence absolu de l'appareil était aussi déroutant que sa disparition physique. Dès l'après-midi, une opération de recherche navale et aérienne sans précédent fut lancée. Des navires de la marine française et grecque, appuyés par des patrouilleurs aériens et des avions de reconnaissance, convergèrent vers la dernière position connue du vol 367. L'objectif était clair, localiser l'épave, retrouver d'éventuels survivants ou, à défaut, des débris qui pourraient éclaircir les circonstances du drame. Les images satellites furent analysées, les routes maritimes passées au crible, chaque mètre carré de la surface de l'eau scrutée avec une minutie désespérée. Les familles des 146 personnes à bord, informées dans la soirée, se regroupèrent dans l'angoisse, leurs yeux rivés sur les chaînes d'information, espérant une nouvelle, un signe. Les jours qui suivirent ne firent qu'épaissir le mystère. Malgré l'ampleur des moyens déployés et la persévérance des équipes de recherche, rien ne fut trouvé. Pas un seul fragment de fuselage. Pas une nappe de carburant flottant à la surface. Pas un gilet de sauvetage. Aucune trace de corps, pas même le plus petit indice pouvant suggérer le lieu de l'impact ou la nature de la catastrophe. C'était comme si l'avion et tous ses occupants avaient été effacés de la surface du globe, sans laisser de vestiges. L'absence totale de preuves défiait les protocoles d'enquête habituels et plongeait les autorités dans une perplexité totale. Comment un avion de ligne moderne, équipé des technologies les plus avancées de l'époque, pouvait-il disparaître sans laisser la moindre marque? Le désespoir grandissait parmi les proches. Des cellules de soutien psychologique furent mises en place à Paris et Athènes, mais l'absence de réponse rendait le deuil impossible. Les semaines se transformèrent en mois, puis en années. Le vol 367 devint le symbole d'une énigme aérienne insoluble, un spectre planant sur l'histoire de l'aviation européenne. Les dossiers restaient ouverts, mais sans nouvelles données, les enquêteurs se heurtaient à un mur. Au fil des décennies, la douleur des familles ne s'estompa pas, elle se transforma. Sofia Martinez était une étudiante pleine d'avenir, Andreas Papadopoulos un père de famille et un pilier économique, Lucie Bernard une enfant riant aux éclats. Pour leurs proches, l'absence de sépulture, le manque d'explications, ont engendré un deuil perpétuel, une blessure qui ne se refermait jamais. Les visages des disparus ornaient des photographies jaunies, et chaque anniversaire de la catastrophe ravivait le souvenir d'un vide inexplicable. Dans les médias et les cercles d'experts, les théories s'accumulaient, chacune tentant d'apporter une logique à l'impensable. Certains évoquaient une défaillance structurale catastrophique. Un problème de fatigue du métal, une explosion interne ou une dépressurisation brutale qui aurait pulvérisé l'appareil en altitude. Cependant, l'absence de débris flottants ou de corps militait contre cette hypothèse. Une telle explosion, même en altitude, aurait laissé des milliers de fragments reconnaissables, et le temps de réponse n'aurait pas été instantané,
permettant peut-être un message d'alerte. D'autres parlaient d'une explosion d'origine externe, peut-être une bombe. Cette théorie était d'autant plus troublante qu'elle coïncidait avec une période de montée des tensions géopolitiques. Mais là encore, aucune organisation n'avait revendiqué l'acte, aucune exigence n'avait été formulée, ce qui rendait l'hypothèse peu probable. Et la Méditerranée, bien que vaste, aurait dû restituer quelques preuves, ne serait-ce que des résidus. L'idée d'un détournement aérien fut également soulevée. Un groupe de terroristes aurait pu prendre le contrôle de l'avion. Mais comment? Et dans quel but? Sans revendication, sans aucune communication des pirates de l'air, cette piste manquait également de fondement. Les rumeurs se sont multipliées, alimentant les peurs et les fantasmes collectifs, mais aucune n'a pu être étayée par des faits concrets. Le commandant Legrand, reconnu pour son sang-froid, aurait-il pu être neutralisé si rapidement et sans laisser de traces? C'était impensable. Le mystère du vol 367 perdura ainsi pendant 25 longues années. Il devint une cicatrice invisible pour l'aviation civile et une source d'angoisse inépuisable pour les familles des victimes, prisonnières d'un deuil incomplet, d'une quête de vérité sans fin. L'absence de réponse créait un vide abyssal, alimenté par des spéculations sans fin, transformant cette tragédie en l'une des énigmes les plus poignantes et frustrantes de l'histoire contemporaine. 25 années s'étaient écoulées depuis le jour où le vol 367 s'était évanoui des écrans radars, laissant derrière lui un vide abyssal et une énigme insolvable. Le mystère, bien que jamais oublié, avait fini par s'estomper dans les archives, devenant une triste page d'histoire, une blessure non cicatrisée pour les familles. Mais en 2017, le silence de la mer allait être brisé de la manière la plus inattendue. Dans les profondeurs inhospitalières de la Méditerranée orientale, une équipe de chercheurs marins menait une mission de cartographie des fonds sous-marins, utilisant des submersibles autonomes de nouvelle génération. Leur objectif était purement scientifique, explorer des canyons sous-marins et des plaines abyssales jusqu'alors inaccessibles à des profondeurs dépassant les 3000 mètres. Ces véhicules, équipés de sonars haute résolution et de caméras ultrasensibles, balayaient méthodiquement le terrain, collectant des données qui devaient enrichir la connaissance des écosystèmes marins. Le 23 mai 2017, à 3200 mètres de profondeur, l'un des submersibles transmit des images troublantes. Au milieu d'un paysage sous-marin typique, parsemé de roches et de sédiments, apparaissaient des formes anguleuses, des structures métalliques qui n'avaient rien de naturel. La résolution des images suggérait des fragments d'origine humaine, mais la probabilité de trouver quoi que ce soit d'aussi ancien et d'aussi profond était infime. La curiosité scientifique laissa rapidement place à une interrogation plus pressante. Des analyses préliminaires des images permirent d'identifier des motifs de rivetage et des alliages qui rappelaient étrangement ceux utilisés dans l'aéronautique. Une opération plus ciblée fut alors lancée, dépêchant sur zone un ROV, Remotely Operated Vehicle, capable d'une inspection plus détaillée. Quelques jours plus tard, la confirmation tomba, percutante. Les fragments retrouvés à cette profondeur vertigineuse appartenaient bel et bien à la fuselée d'un avion. Mieux encore, les numéros de série et les marques de fabrication, malgré l'usure du temps et la pression des abysses, furent associés au Boeing 737 du vol 367, disparu le 14 septembre 1992. La découverte eut l'effet d'une onde de choc international. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre, ravivant un mystère que beaucoup pensaient à jamais enterré. Les chaînes d'information du monde entier interrompirent leur programme pour relayer l'annonce. Les familles des victimes, qui avaient vécu des décennies dans un état de deuil suspendu, furent submergées par un mélange d'espoir et d'appréhension. Enfin, peut-être, des réponses. Une opération de récupération de grande envergure fut orchestrée par les autorités françaises, avec l'aide d'experts internationaux en sauvetage sous-marin. Des navires spécialisés, équipés de grues et de systèmes de treuillage capables d'opérer à de telles profondeurs, furent mobilisés. L'extraction des fragments, éparpillés sur plusieurs kilomètres carrés au fond de l'océan, fut une tâche d'une complexité technique sans précédent. Chaque pièce, même la plus petite, était remontée avec une extrême précaution, espérant qu'elle contienne la clé de l'énigme. Au fur et à mesure que les débris étaient ramenés à la surface, une image fragmentée, mais tangible, du Boeing 737 commençait à émerger. Les experts du Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, BA, se mirent au travail, analysant chaque tôle tordue, chaque câble corrodé. Le véritable prix, cependant, était de retrouver les enregistreurs de vol, les fameuses boîtes noires. Sans elles, l'histoire resterait incomplète. La persévérance finit par payer. Le 22 juillet 2017, au milieu d'un amas de tôles froissées qui semblait autrefois être la cabine de pilotage,
fut localisé et récupéré la boîte noire. Incroyablement, malgré les 25 années passées à 3200 mètres de profondeur, soumise à des pressions extrêmes et à l'action corrosive de l'eau salée, l'enregistreur de vol était intact. Sa coque orange, conçue pour résister aux pires chocs, avait fait son office. Le silence de 25 ans allait enfin être rompu. Le monde entier retenait son souffle. L'analyse des données de vol et des enregistrements audio du cockpit fut entreprise avec une urgence et une minutie extrême. Ce qui fut découvert dépassa les pires craintes. Les bandes sonores, une fois restaurées et synchronisées, révélèrent une histoire terrifiante qui s'était déroulée dans les dernières minutes du vol 367. L'enregistrement commençait par les bruits habituels du cockpit, les conversations du commandant Legrand et du copilote Fournier, les annonces de routine. Mais vers 11h55, quelques minutes avant la disparition des radars, le son changea. Des bruits de lutte, des cris étouffés, et des voix étrangères résonnèrent. La transcription des dialogues, réalisée par des spécialistes, confirmait l'horreur. L'avion avait été pris d'assaut par 4 hommes armés. Leur leader fut identifié comme Karim Al-Fayed, 32 ans, un nom qui allait bientôt être associé à la barbarie. Les terroristes avaient réussi à pénétrer le cockpit, prenant le contrôle de l'appareil. Leur objectif, clair et brutal, fut énoncé dans le chaos des enregistrements, dérouter le vol 367. Ils comptaient utiliser l'avion comme une arme, le lancer contre la Tour Eiffel, l'emblème même de Paris et de la France. Le plan était d'infliger une blessure inoubliable au cœur de l'Europe, un acte de destruction qui aurait changé le cours de l'histoire et marqué des millions de vies. Le monde était sous le choc. Le mystère de la disparition du vol 367 n'était plus une simple défaillance technique ou un accident inexpliqué. Il s'agissait d'un acte prémédité, une tentative de terreur d'une ampleur inimaginable, déjouée dans l'obscurité des cieux et des profondeurs océaniques. Mais la question cruciale restait sans réponse. Qu'est-ce qui avait empêché ces hommes d'atteindre leur objectif macabre? Pourquoi l'avion s'était-il abîmé en mer, si loin de sa cible? La boîte noire contenait ces réponses, des réponses qui allaient révéler une vérité encore plus profonde et bouleversante. La boîte noire du vol 367 avait brisé le silence de 25 ans, mais ce qu'elle contenait allait au-delà des spéculations les plus sombres. L'analyse méticuleuse des enregistrements audio du cockpit, synchronisée avec les données de vol, a permis de reconstituer les minutes terrifiantes qui ont précédé la disparition de l'avion, révélant un acte de barbarie et une réponse inattendue. Les bandes sonores commençaient par les échanges sereins entre le commandant Claude Legrand et le copilote Michel Fournier, la routine d'un vol commercial en altitude de croisière. Puis, vers 11h55, une perturbation sonore se fit entendre. Des bruits de pas précipités dans l'allée menant au poste de pilotage, des voix élevées et des chocs violents contre la porte blindée. L'alarme du cockpit retentit brièvement, suivie d'un ordre retentissant, articulé avec une froide détermination. « Ouvrez cette porte !» C'était la voix de Karim Al-Fayed. La résistance immédiate de l'équipage de conduite fut palpable dans les enregistrements. Legrand et Fournier, malgré la violence de l'assaut, ont maintenu une communication brève et fragmentée, tentant d'alerter le contrôle aérien, mais les terroristes avaient visiblement agi avec une efficacité brutale, coupant rapidement les lignes de communication. Des bruits de lutte acharnés, des cris gutturaux et des menaces proférées dans une langue étrangère résonnèrent, mêlées aux injonctions du leader terroriste. En cabine, l'horreur se propageait. La chef de cabine Blanche Rondelle, qui avait perçu la violence de l'intrusion, tenta d'abord de rassurer les passagers, son professionnalisme se heurtant à la réalité des événements. Mais lorsque les complices de Karim Al-Fayed firent irruption, exhibant des armes, l'illusion de sécurité s'effondra. Les passagers comprirent l'imminence du danger. Des murmures de panique, des pleurs d'enfants dont celui de la petite Lucie Bernard, terrifiés se firent entendre, rapidement étouffés par les ordres claquants des assaillants. L'objectif des terroristes devint clair à travers les fragments de dialogue capturés par la boîte noire. Ils voulaient détourner l'avion, le transformer en projectile, et frapper Paris. La cible, la Tour Eiffel, fut explicitement mentionnée, glaçant le sang de ceux qui, dans le cockpit, pouvaient encore l'entendre. C'était un acte de terreur conçu pour paralyser une nation, pour semer la désolation au cœur de l'Europe. Dans le cockpit, Legrand et Fournier, forcés de faire face aux assaillants, comprirent l'ampleur macabre de la situation. Leur voix, enregistrée malgré la violence, trahissait une détermination farouche. Plutôt que de céder, ils optèrent pour l'affrontement. Le commandant Legrand, avec le sang-froid qui le caractérisait, entreprit des manœuvres audacieuses et désespérées. Il mit l'avion en piqué, le tira brutalement vers le haut, le fit vaciller d'un côté à l'autre, des actions qui,
bien que dangereuse pour l'appareil et ses occupants, visait à déséquilibrer les terroristes, à entraver leur contrôle, à gagner du temps. Ces manœuvres extrêmes générèrent des secousses violentes, projetant les passagers dans leurs sièges et rendant la progression des assaillants en cabine difficile. Ce fut dans ce chaos, face à l'imminence d'une catastrophe encore plus grande, que l'héroïsme silencieux émergea. Blanche Rondelle, consciente des intentions des terroristes et de la résistance acharnée du cockpit, donna l'exemple. Les enregistrements révèlent des bruits de bousculade et des cris d'encouragement de sa part. Inspirés par cette force, les passagers se révoltèrent. Sofia Martinez, l'étudiante espagnole, dont le carnet de croquis avait été piétiné, se joignit à d'autres, avançant avec une rage et un désespoir palpables. Andreas Papadopoulos, l'homme d'affaires, son costume froissé et son contrat oublié, se jeta dans la mêlée, sa puissance physique mise au service d'une cause inattendue. Une lutte chaotique éclata dans la cabine. Des bruits de choc, des exclamations de douleur et des bousculades résonnèrent. Les passagers, des gens ordinaires confrontés à l'extraordinaire, s'étaient unis contre leur bourreau. Ils se battaient avec les moyens du bord, avec une ferveur née de l'instinct de survie et du refus d'être de simples victimes. L'avion, ballotté par les manœuvres de Legrand et la lutte interne, déviait dangereusement de sa trajectoire. Les contrôleurs aériens, qui avaient perdu le contact, auraient perçu les variations erratiques du transpondeur avant son extinction finale. Les dernières secondes de l'enregistrement sont un témoignage déchirant de ce sacrifice collectif. Des cris, des ordres contradictoires, le vacarme assourdissant des moteurs et le sifflement du vent, puis un ultime rugissement. Les manœuvres désespérées du commandant Legrand, conjuguées à la révolte des passagers et de l'équipage, avaient eu raison de la tentative de détournement. L'avion, hors de contrôle, piqua vers la Méditerranée. Le dernier son enregistré fut un fracas assourdissant, celui de l'impact fatal avec la surface de l'eau. Le monde découvrait que le vol 367 n'avait pas simplement disparu dans l'océan par un caprice du destin. Les 146 personnes à bord du commandant Legrand à la petite Lucie Bernard, en passant par Blanche Rondelle, Sofia Martinez et Andreas Papadopoulos avaient collectivement empêché une catastrophe bien plus grande. Ils n'avaient pas atteint Paris, leur destination rêvée, mais par leur acte de résistance héroïque, ils avaient protégé la ville, sauvant des milliers de vies innocentes qui auraient été fauchées par l'attaque planifiée. La révélation de la boîte noire provoqua une onde de choc planétaire. L'angoisse de 25 ans se transforma en une admiration profonde et une immense émotion. Les larmes de deuil se mêlèrent à l'orgueil devant un tel courage. Paris et Athènes, les deux villes liées par cette tragédie, organisèrent des cérémonies émouvantes. Des monuments furent érigés, des plaques apposées avec les noms de tous les passagers et membres d'équipage, gravant à jamais leur sacrifice dans la mémoire collective. Le vol 367 cessa d'être un mystère inexplicable pour devenir un symbole intemporel de la résistance humaine face à la barbarie. L'histoire du 14 septembre 1992, autrefois un point d'interrogation douloureux, était désormais racontée comme celle d'un héroïsme silencieux, d'un acte de bravoure collective qui, même dans la mort, avait protégé la vie. Chaque seconde de terreur enregistrée par la boîte noire ne révélait pas seulement la violence d'une attaque planifiée, mais surtout la force indomptable de personnes ordinaires qui, dans un moment d'extrême adversité, avaient choisi de se battre jusqu'à leur dernier souffle pour un monde meilleur. Ainsi, des abysses de la Méditerranée, la vérité a refait surface, déterrant non pas un simple accident, mais le récit d'une résistance acharnée. Le silence qui avait enveloppé le vol 367 pendant un quart de siècle s'est brisé pour révéler un acte de courage inouï. Les 146 âmes à bord, dont la destinée semblait scellée par la terreur, se sont transformées en un rempart inattendu, contrecarrant une tragédie aux proportions incommensurables. Cette histoire, longtemps inscrite comme une énigme douloureuse, est devenue le témoignage poignant de la résilience humaine. Elle nous rappelle que, même face à l'obscurité la plus profonde, la capacité de l'individu à s'élever au-dessus de sa propre peur peut redéfinir le sens même du sacrifice, transformant une fin tragique en un héritage d'héroïsme collectif. Face à un tel dilemme, et au regard de ce que nous savons aujourd'hui, quelle perspective retenez-vous de cette ultime confrontation? Auriez-vous, vous aussi, perçu l'appel à la résistance dans ces instants où tout semblait perdu? Vos pensées enrichissent notre compréhension de ces événements. Si ce voyage au cœur d'un mystère élucidé a retenu votre attention, d'autres enquêtes sur des vestiges d'un mystère vous attendent sur notre chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos futures explorations et soutenez notre travail par un pouce bleu. Chaque abonnement et chaque appréciation nous aide à éclairer les zones d'ombre de l'histoire.